Récentes nouvelles qui nous touchent. Là, je veux rassurer nos auditeurs que cette importante enquête demandée par M. Trump sur l'escalier roulant, on va en parler. Ben oui, on va en parler. Mais c'est pas la première nouvelle. Donc, je veux pas que vous jugiez Alexandre. C'est pas la première nouvelle, mais elle sera pas escamotée. Ben, tu vois, dans le bulletin. Tu vois, j'ai déjà la Maison-Blanche qui m'appelle sur mon cellulaire, Mario. Faut que tu couvres ça. Là. Ben oui, parce qu'Alexandre, ses nouvelles roulent. Donc, chez nous, en attendant, il y a les médecins qui sont face à une offre de médiation du gouvernement. On a assisté à un certain changement de ton là, hier. D'une part, François Legault, lui, est sorti publiquement, exprimant un peu d'impatience en lien avec ça. Il faut que les médecins reviennent à la table de négociation, selon le premier ministre. Et il a évoqué aussi encore la possibilité d'une loi spéciale pour imposer son projet de loi 106 qui relierait une partie de la rémunération des médecins, tant les médecins de famille que les médecins spécialistes, à des indicateurs de performance. Mais là, un petit peu plus tard dans la journée, on a eu une sortie de la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, et le ministre de la Santé, Christian Dubé. Tu sais, il y a souvent, des fois, la stratégie bon cop, bad cop. Là, hein? On l'a senti. Et c'est ce à quoi on a assisté hier. Alors, M. Dubé, Mme Duranceau ont essayé la manière douce, là, en disant suspendez les moyens de pression, puis tu sais, regarde, on ira en médiation. Bon, alors là, déjà là, ça, c'est quand même important comme avancement. On est à même moins d'une semaine de la rentrée parlementaire. Et là, il y a réaction de la part des deux fédérations de médecins où on dit, on va analyser l'offre de médiation. Parce que là, il y a des moyens de pression et ça commence aussi à se faire sentir sur l'enseignement, là, sur le parcours scolaire des jeunes médecins qui sont formés actuellement, où là, pour ce qui est des médecins spécialistes, il n'y a plus d'enseignement. Oui, la vice-présidente de leur fédération qu'on recevait hier commence à parler de danger de perdre carrément la possibilité de redevenir médecin à la date prévue. C'est vrai, dit ça. Non, tu as tout à fait raison. Et là, les médecins omnipraticiens, eux, ont eu une assemblée dans les derniers jours. Ils ont voté à 91 % là, pour des moyens de pression, notamment emboîter le pas aux médecins spécialistes. Et on a encerclé la date du 1er octobre. On s'est donné encore un peu de temps pour voir est-ce que les choses vont bouger. Mais visiblement, en tout cas, on a assisté à un changement de ton. Mais on comprend que là, ça remet la balle dans le camp des médecins. Mais une des difficultés, quand tu établis des moyens de pression, comme l'ont fait les médecins, ou ça peut être une grève, puis que tu dis j'enlève mes moyens de pression pour venir aux tables, c'est pas facile. Je dis pas que c'est pas faisable, c'est pas impossible, mais c'est pas facile de remettre les moyens de pression. T'sais, une fois que tu as enlevé les moyens de pression, là, si tu remets, le public va dire voyons, eux autres. C'est comme l'espèce de deuxième fois où tu remènes des moyens de pression, ça passe mal. Alors, c'est pour ça que les médecins vont vraiment devoir peser, OK, si on met le bras dans le tordeur de la négociation, là, est-ce qu'on pense qu'on va arriver à des résultats qui sont satisfaisants? On va recevoir plus tard dans l'émission la présidente de la FTQ, Magali Picard, mais qui a déjà commencé à s'exprimer là, concernant la volonté du gouvernement de réformer la loi sur la cotisation syndicale. C'est pas compliqué. Mme Picard pense que le gouvernement Legault a perdu la tête avec son projet de rendre effectivement les cotisations syndicales facultatives. Demain, il y aura une rencontre importante entre Magali Picard et le ministre du Travail, Jean Boulet. Mais d'ici là, la présidente de la FTQ estime que Québec cherche à museler les fédérations syndicales et à détourner l'attention. Elle pense aussi qu'en plus des syndicats, les médecins et les immigrants seraient les boucs émissaires du discours caquiste et elle soutient avoir perdu confiance envers le gouvernement et que des projets de loi comme ça ne résisteraient pas aux tests des tribunaux. Ce serait à voir. En fait, le test des tribunaux est intéressant. Là, on va en parler parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la formule RAND. Ça, c'est imposé par un tribunal. La formule RAND, c'est tu vas travailler dans une entreprise, même si tu dis, moi, je déteste la FTQ, tu as le droit d'envoyer une lettre puis de dire, moi, je veux pas être membre de la FTQ. Puis on va respecter ça, on va te retirer des listes de membres. Mais l'employeur va quand même prélever ta cotisation syndicale. Non, l'employeur va quand même prélever ta cotisation syndicale et la remettre à la FTQ. L'idée étant, de la formule RAND, il y a un juge qui a dit un jour, s'il négocie une convention collective, puis c'est 26$ de l'heure, toi, tu vas avoir le 26$. C'est comme tu vas avoir le bénéfice, faut que tu payes la cotisation. Maintenant, la prétention, puis là, j'avance un peu, mais le gouvernement n'a pas encore donné tous les détails, mais la prétention du gouvernement ou de certains qui se questionnent, c'est quand la FTQ envoie Mme
à Dubaï, sa présidente à Dubaï. Ça a mal viré, ça. Est-ce que ça, c'est encore couvert par leur formule rente? Mais je donne cet exemple-là, mais quand la FTQ s'implique dans une campagne électorale, quand la campagne est une campagne pour une cause X, Y, Z, la FTQ paye des autobus, des manifestants, puis que ça ne concerne pas leur relation de travail ou leurs conditions de travail, est-ce que le membre qui paye des centaines et des centaines, voire des milliers de dollars en cotisation, est-ce qu'on est toujours dans une cotisation qui est dans la logique de la formule rente ou tu vois le débat, là? Quand même, il y a des débordements, là. Parce qu'il y en a eu quelques-uns dans l'actualité ces dernières années. Là. Pensons aux révélations du bureau d'enquête là, sur les repas ça bien aurait arrosés. jamais dû sortir d'un journal. C'est vrai, mais non, je sais, c'est ça le problème. C'est nous le problème. Mais tu sais, les repas bien arrosés dans le Nord, les pick-up, après ça, même ajoutons, là, c'est pas la FTQ, là, mais tu sais, la contestation de la loi 21. Ça, c'est un bel exemple. FAE, ça, c'est un très bel exemple. La FAE, quand elle conteste la loi 21 sur la laïcité, est-ce qu'elle est encore dans son mandat de représentation des enseignants? Tu sais, t'es pas dans un grille. Puis là, est-ce que tous les membres, si tu fais une contribution volontaire, ça veut pas dire que les membres paieront pas. S'il y a des membres qui sont d'accord avec les causes, ils vont payer. Mais c'est volontaire. Mais c'est volontaire. C'est-à-dire qu'il y a une partie obligatoire. La partie représentation, négociation est obligatoire. La partie où le syndicat veut faire de l'action politique, du militantisme, ben ça, les syndiqués que ça n'intéresse pas pourraient décider de ne pas payer. Mais là, je veux dire, moi, je te dis ça simplement comme ça. Et si t'es la FTQ, tu dis, t'imagines-tu les millions qui rentreront plus, là? Moi, je trouve que c'est un bon compromis, ce que tu proposes. Vraiment. Peut t'annoncer que les chefs syndicaux pensent pas que c'est un bon même avis. Ils pensent pas que c'est un bon compromis. Bon, le témoignage de Karl Malenfant est terminé. Ça s'est terminé, ma foi, presque dans l'émotion. Oui, parce que là, il a entre autres dévoilé qu'il avait reporté une opération pour un cancer du rein pour participer donc à la commission Gala. Alors, on ne le savait pas malade. Ça fait partie des révélations qu'on a eues hier. Ne comprend pas encore pourquoi essentiellement il a été le paratonnerre de tout ça. Et il disait hier que son nom n'est plus le même qu'il y a 1 an et demi. Maintenant... Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr, parce que là, je veux dire, il a fait les manchettes à de multiples reprises. Il a été cité par plusieurs qui ont témoigné à la commission Galland, le montrant du doigt. Alors lui, dans les derniers jours, témoignage qui aura duré 6 jours, il s'est défendu quand même bec et ongle. Par contre, hier, il a reconnu avoir, écoute, je vais le dire crûment, menti au premier ministre. En tout cas, mal informé le premier ministre lui-même. Il a dit une note au premier ministre, puis il a reconnu, il dit, monsieur le commissaire, c'est vrai que c'était pas les chiffres exacts. Oui, alors là... Donc là, il dit, je comprends pas que je suis le bouc émissaire, mais tu sais, puis moi, si tu fournis de la fausse information financière au premier ministre, à un moment donné, ça va être pointé du doigt, c'est inévitable. Là. Il a quand même globalement refusé de porter la responsabilité du déploiement raté, a plaidé aussi que ses équipes lui avaient pas transmis des informations exactes. On se souviendra aussi, tu sais, lors du déploiement, là, le faux départ là, avec sa clique... il a dit aussi, il a montré du doigt un employé situé en Inde. Alors, vraiment, là, c'est allé un peu dans toutes les directions. On se souviendra aussi de la prise de bec entre son avocat et le commissaire Galland. Ça fait partie des moments forts. Donc, de cette séquence de 6 jours de témoignages de Karl Malenfant. Son avocat, Maître Bertrand, on lui a lancé une invitation. Je ne sais pas s'il va vouloir parler ou pas, mais on serait curieux. Certainement. L'invitation ouverte. Curieux de voir comment il a vécu ça, comment il voit la façon dont son client, parce qu'eux ont l'air quand même frustrés de la façon dont son client a été traité par la commission. Bon, des compressions dans la fonction publique, les informations qui coulent donnent à penser que c'est du sérieux, là. Oui, parce que là, il y a eu le ministère des Transports qui était visé. On sait que ça touchait là, à peu près 200 personnes là, qui seront coupées. Ça fait suite à ce traitement choc annoncé par François Legault lors du remaniement ministériel. Et là, après le ministère des Transports, le couperet va toucher aussi le ministère de l'Environnement, avec une centaine d'employés qui sont déjà touchés donc par ces compressions-là. Il y aura d'autres annonces à suivre bientôt. Et l'objectif du premier ministre, c'est de réduire d'à peu près 2000 postes là, la fonction publique pour la prochaine année. Mais revenons en arrière, Mario. Là, c'était une promesse électorale à l'époque, là, même en 2018, où on voulait vraiment là, diminuer un peu, là, mais c'est pour ça qu'on a été sceptique dans la fonction publique. C'est pour ça qu'on a été sceptique avec le discours de François Legault à la sermentation. Là, par contre, on commence à voir dans les ministères, là, c'est comme, oups, ça devient vrai. Là. Quand ministère par ministère, tu vois les coupeurs, tu dis, OK, ils sont peut-être qu'ils sont vraiment en train de le faire. Les policiers de Longueuil qui se retrouvent sous protection. Oui. Bon, ça fait suite à l'adolescent de 15 ans qui a été abattu lors d'une intervention policière
du service de l'agglomération de Longueuil dimanche passé. Là, depuis, c'est le bureau des enquêtes indépendantes qui tente de faire la lumière là-dessus. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a un policier de Longueuil et sa famille qui sont sous protection des autorités après que la police ait déclenché une enquête en lien avec des menaces. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il a été ciblé par des menaces en ligne, des menaces qui visaient sa propre personne, ses proches également. L'organisation dit aussi avoir affirmé que d'autres agents avaient été la cible de menaces. Alors, ça fait suite à tout ce qui s'est produit. On sait que, bon, le BEI a fait une conférence de presse un peu plus tôt cette semaine, confirmant que l'adolescent de 15 ans là, qui a été abattu n'était pas armé. Les policiers ont quand même saisi, exemple, un sac à dos, des cagoules, un bâton de baseball. Et là, il y a eu ces photos qui ont circulé aussi là, dans les dernières heures, où on voyait un groupe de jeunes, effectivement, avec... Cagoulés. Cagoulés, on voit pas le bâton de baseball sur la photo. Non, effectivement, mais tu sais, c'est ce qui aurait mené à ces appels au 911 du voisinage. Par contre, il y a des témoignages du voisinage sur ces groupes de jeunes qui, minimalement, ont poussé une enquête de la police de Montréal. Celle-là, c'est le SPVM sur... Est-ce que c'est un groupe de jeunes, puis ça justifie pas, comprenez-vous bien, ça justifie pas qu'un des leurs, qu'on sait pas, qui est peut-être avec eux autres par hasard cette fois-là, soit abattu, là, tu sais. Mais qu'il y a vraiment, il a l'air d'exister un groupe de jeunes qui seraient peut-être criminalisés, associés à des actes, là. En fait, ce sera vérifié. Et rapidement, Nicolas Sarkozy, pour les gens qui suivaient encore ça fait presque 19 ans, sa campagne électorale de 2007. Oui, alors l'ex-président français Nicolas Sarkozy, qui a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire donc du financement libyen. Il était accusé en lien avec des soupçons de financement par l'ex-dirigeant Mouammar Kadhafi, en lien avec sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Alors, l'ancien politicien a par contre été acquitté des faits de corruption. Alors là, c'est pas la même chose. Coupable d'association de malfaiteurs. Le président du tribunal a dit que l'ancien chef d'État était coupable d'association de malfaiteurs pour avoir laissé des proches collaborateurs agir en vue d'obtenir des soutiens financiers de la part du pouvoir libyen. C'est le fun, parce que le processus est rapide quand même. Oui, c'est presque 20 ans, presque 20 ans plus tard. Est-ce qu'on pourrait avoir du retard pour le prochain James Bond? Il y en a plusieurs qui se sont excités quand on a appris que c'est Denis Villeneuve qui aurait les rênes du prochain James Bond. Mais là, selon Deadline Hollywood, semblerait que Denis Villeneuve... Deadline Hollywood? Oui. C'est un site? C'est un média. De TMZ? C'est ce genre-là. OK. Bon, eux autres disent que semblerait que que Denis Villeneuve va se mettre les mains... on peut-tu se mettre une petite ambiance de James Bond, 3, 4? Oui, j'attendais ça. Je faisais des petites baguettes subtiles, mais ça marchait pas. Je me suis dit, je vais l'adresser. Merci, JP. Donc, semblerait que Denis Villeneuve va terminer Dune 3 avant d'entamer James Bond. Ce qui veut dire, en termes d'années? Ce qui veut dire que Dune 3 devrait prendre l'affiche en décembre 2026, ce qui mène James Bond à au moins 2027. Bon, ça reste du oui-dire. Denis Villeneuve n'a pas confirmé. Moi, j'avoue que déjà James Bond, je trouve qu'il y a beaucoup de suites. Il y a beaucoup de suites. Moi, c'est quelque chose qui me titille. C'est un classique. J'aime les James Bond, tout ça. Sur ça long, là, 2027, attendre. Ouais, mais à date, ils ont toujours réussi à les renouveler avec un certain succès, même un grand succès. Puis même, il y a des montages qui existent. Là, ils ont fait des espèces de chorégraphies avec la façon dont ils se présentent avec l'arme. Là, chacun des James Bond avait comme sa manière et son style de l'amener. Bon, je sais pas si ça vous fait quelque chose, mais moi, j'avoue que ça me dérange pas pantoute qu'on retarde une suite. Je trouve qu'il y en a trop. Je trouve qu'il y en a trop. C'est dit. Charles-Antoine, au sport, il y a quelques jours, tu nous confirmais que les Jays allaient être en série, mais il restait à voir est-ce qu'ils allaient être premiers de leur conférence. Et je m'étais exprimé en disant c'est quasiment sûr, c'est quasiment fait. C'est compliqué. Là, c'est plus vrai, là. Ouais, c'est compliqué. J'aurais aimé ça avoir une ambiance. Peut-être Take Me Out to the James Ball. Bond, on peut remettre. Take Me Out to the Ball Game. Non, parce que là, en fait, ils frappent plus. Ils font plus de points. C'est épouvantable. L'attaque est anémique. 6 défaites à leurs 7 derniers matchs. Dans ces 7 derniers matchs-là, incapables de marquer plus d'1 point. Alors que des 0 puis des 1, là. Exact. Alors que c'était une des attaques les plus productives et les plus diversifiées. On s'en est parlé. Et pendant ce temps, les Yankees en ont gagné. Donc, les Yankees ont rattrapé les Jays en tête. Hier, New York a gagné. Toronto a perdu. Il reste 4 matchs. La bonne nouvelle pour les Jays, c'est qu'ils détiennent le bris d'égalité. Donc, si, par exemple, il y avait égalité comme c'est le cas en ce moment... Donc, s'ils en gagnent chacun 2 puis en perdent 2 d'ici la fin... Les Jays gagnent la division, ont une semaine de congé. Parce que les Jays seront en série, tu l'as dit. Si les Jays ne gagnent pas la division et n'ont pas de semaine de congé, ils vont débuter les séries soit contre les Red Sox ou les Yankees. Bon, ça risque d'être les Red Sox parce que les Yankees passeraient à leur place. Donc là, tu te rajoutes une série contre une excellente formation. Hier, c'est les Red Sox qui ont dominé. Et tu vois,
après une manche, Max Scherzer avait alloué 3 points, avait fait face à 8 frappeurs. Il a 41 ans. C'est ce qui est inquiétant pour les Jays. On se pose plein de questions. On est en audition encore à 4 matchs des éliminatoires. Est-ce que Scherzer mérite d'être partant en série à 41 ans? Est-ce qu'José Berríos est devenu releveur ou est lanceur partant? Est-ce que Vladimir va retrouver son bâton parce qu'il ne frappe plus du tout? Tu veux pas avoir autant de points d'interrogation. C'est proche des séries. À moins d'une semaine des éliminatoires, mais tant mieux si on trouve les réponses cette semaine et pas la semaine prochaine. Peut-être qu'ils se reposent, qu'ils conservent leur énergie pour les séries. Peut-être. J'essaie de trouver du positif.